Alors, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Aujourd'hui, pour une personne qui souhaite investir à l'île Maurice, finalement, selon vous, quels sont les pièges qu'il faut éviter? Il faut se rappeler que quand on investit à Maurice et qu'on investit un certain montant en équivalent, je crois, de 500 000 dollars, on a droit à un permis de résident permanent, hein, le fameux permis IRS. Et beaucoup croient que détenteurs de ce permis, le nirvana s'ouvre à eux, où toutes les portes sont ouvertes et qui deviennent instantanément résidents fiscaux mauriciens. Ça, c'est faux. En fait, il faut à nouveau revenir aux dispositions fiscales françaises de droit interne et se dire, est-ce que moi, partant à Maurice, ayant investi à Maurice, mais gardant des liens avec la France, est-ce que je reste sujet de droit fiscal français de manière pleine et entière? En autres termes, est-ce que je suis résident français ou je suis résident mauricien? Quelle est la frontière et quelles sont les règles à bien suivre pour ne pas franchir cette frontière? Si on décide de devenir résident fiscal mauricien, déjà je rappelle, ce n'est pas aisé, hein, puisqu'on doit quand même respecter une règle des 183 jours sur l'année. Le fisc mauricien vérifie ça de manière très précise, au moyen de tout moyen de preuve, notamment passeport et tampon d'arrivée et de sortie du pays. Alors, il faut aussi se rappeler, c'est que certes, la convention fiscale franco-mauricienne fixe les règles de détermination de la résidence fiscale, mais cette détermination doit d'abord se faire dans un premier temps vis-à-vis des règles françaises. Et les règles françaises, je dirais, c'est les trois, c'est la source principale de revenus, le lieu de séjour de la famille, et puis le lieu de situation de la fortune. Alors, et ces trois critères s'apprécient, je dirais, de manière hiérarchique, avec le domicile étant un des points importants, le point de résidence de la famille. Alors, pour un couple célibataire, sans enfants, mineur, titulaire d'un patrimoine franco-mauricien et avec des revenus équilibrés entre la France et Maurice, le critère de résidence, je dirais, saura revendiquer éventuellement des deux côtés. S'il est revendiqué des deux côtés, alors là, on se réfère à la convention fiscale, et c'est la convention fiscale qui décidera où l'on est résident. Et alors, curieusement, c'est aussi l'article 4 de la convention qui prévoit ce dispositif. Et donc, c'est en fonction des circonstances particulières du résident, il devra décider ou voir s'il remplit les conditions pour être vraiment résident fiscal mauricien. Ça, c'est un point, c'est un des pièges les plus faciles à identifier, mais un peu plus compliqué à gérer. Hein. Donc, point important à se rappeler, c'est que d'avoir un permis d'investisseur immobilier ne veut pas dire automatiquement qu'on devient résident fiscal mauricien. Ça, beaucoup de clients ont du mal à le comprendre et ou à se saisir toutes les subtilités de la convention franco-mauricienne sur ce sujet. Donc nous avons bien compris effectivement tous ces éléments. Dans la pratique aujourd'hui, comment accompagnez-vous exactement les clients, les investisseurs ou les futurs expatriés dans leurs projets pour l'île Maurice? En tant qu'avocat fiscaliste, un des points importants et d'assistance que je peux apporter à mes clients, c'est de bien percevoir les conséquences de cet investissement en Maurice. Un, par rapport à leur situation actuelle française, et deux, par rapport à leur situation fiscale future qui découlera de leur investissement en Maurice. Donc ça, c'est vraiment identifier les avantages, les inconvénients et au final le coût fiscal ou l'avantage fiscal dont ils pourront bénéficier. Ce conseil prend la forme soit d'une assistance préalable à l'investissement, en examinant bien à partir d'un petit bilan patrimonial les bénéfices qu'ils pourront retirer au plan fiscal de leur investissement mauricien. Deux, si c'est expatrié, les conditions dans lesquelles l'expatriation devra se faire de manière, je dirais, la plus optimale et donc éviter
tout questionnement de la part des autorités. Et puis 3 aussi, puisqu'on a parlé de l'exit tax, les aider dans la rédaction de la déclaration d'exit tax et voir avec eux exactement quelles sont les formalités à respecter à court terme et à moyen terme. Bien entendu, bon, la pratique de la convention fiscale franco-mauricienne aussi est un point important, qui est convention, comme toute convention fiscale, est un peu cryptée et on aide les clients à décoder aussi la lecture de cette convention, à leur cas particulier bien entendu. Maître Magnan, je vous remercie de nous avoir reçus à Paris et j'espère vous revoir très prochainement, soit à Paris encore ou à l'île Maurice. Merci.